nous a sacrifiés. Yeah, il nous a oubliés. Yeah, il va nous sauver. Il va nous sauver. Vous prenez des décisions sans penser aux conséquences. Comment pouvez-vous perturber l'école? Pourtant, vos enfants sont ailleurs. Vous recevez des bourses étrangères et les partagez à vos connaissances. Oh yeah. Cette chanson est du groupe Les Garagistes. Comment s'appelle cette chanson? L'école ivoirienne? Génération sacrifiée? Non. Non, moi, je Non. sais pas, ouais. Mais... Pascal, quand même, je compte sur vous. Non, faut pas me mettre cette pression. Non, j'ai trouvé. Ils nous ont oubliés. Yeah, ils nous ont oubliés. La solution de la facilité. Non, non. Ça s'appelle comment? Bon, je garde la question. Génération sacrifiée. Non, C'est ce qu'il a dit, c'est pas ça. non. Bonsoir André, Alain, pardon, comment allez-vous? Oui, Et qu'est-ce André que Alain, je je suis ce répète midi. ce que vous n'avez pas. Nous sommes paxés. Ouais, c'est clair. Je suis fier de mon nouveau compagnon, André. Je t'embrasse, chérie. Comment vas-tu? Comment allez-vous Alain? Bien, En merci. rouge et C'est noir. vous-même, oui, merci. Ouais, c'est ça. Bonsoir Pascal, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien et vous-même? Ça va, je vais très très bien, merci. Bonsoir Monsieur Boloubeu. Bonsoir, Brice. Allez bien? Very well, disent les Anglais. Ok. Et vous-même? You're welcome. Disent les mêmes anglais. Et dites vous-même, non, c'est pas you welcome. Mais je vous en prie, je vous en prie. Me too, me too, me too. Ah, MeToo, ça c'est le mouvement anti-machin. Hein, attention. Bon, d'accord. Alain, vous me fatiguez. Alain n'est pas sérieux. Bonsoir Daouda. Bonsoir, Brice. Eh bien, vous avez des coris sur votre chemise. Ouais, Vous avez la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition. c'est bien ça. Ouais, c'est ça, c'est le cas. Tu sais, dans ce pays actuellement, il faut lancer des courriers. Et les courriers ont été lancés. Ah, c'est pour ça. Voilà. Il y a aussi une chanson de Chalamwana. Voilà. Non, vous ne connaissez pas? Moi, je connais. Si. Père son âme qui nous a quittés. il y a pas Chalamwana. longtemps. Si, je connais. Amina, ça s'appelle. Ah, c'est très bien. Merci. Je m'en fous, ouais. Je sais bien depuis longtemps. On voit que les 25 années de carrière à la radio servent à quelque chose. Mais c'est pareil pour Pascal. Et donc, du coup, c'est pourquoi. Alors, je vais vous donner un indice pour la chanson. Le premier mot du nom de la chanson, c'est livre. Livre blanc. Livre blanc. Ouais. Bravo, Daouda. Livre blanc. Ah, moi aussi, j'ai répondu. En fait, tu es toujours dans la concurrence. Toujours dans la concurrence. Élisée, change un jour. Et justement, pour ma grande révision, on parle de musique, avec un record, un nouveau record pour les 4 garçons d'Anou Mambo. 400 millions de vues. Waouh, bravo les garçons. Bravo. Avec le titre Magic in the Air. Ah, Justement, j'étais à un concert de Magic System au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire. Et il se trouve que Hassan Fo en fait, a dit au public que chaque fois que la première dame vient à leur concert, c'est sa seule manière de danser. C'est ça. Donc on dit la danse de la première dame. Voilà. Ça, c'est la danse de la première dame. Très très bien. Très, très bien. Non, parce que j'ai vu des gens danser sur cette chanson en France. Et je peux vous dire différemment. Et ça me faisait peur. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont? C'était la chanson de la victoire en juillet 2018, Aussi. lorsque la France a remporté la Coupe du Monde en Russie. Donc ça a forcément propulsé davantage la chanson. C'était même C'était la chanson de l'équipe de France. Voilà, parce que la FIFA avait autorisé à chaque nation de choisir une chanson qui était jouée à la mi-temps. Même quand il marquait des buts aussi. Oui, quand il marquait des buts ou à la mi-temps. Pendant une pause, en tout cas, on jouait la chanson. Et la France avait choisi Magic de Magic System. Magic System, ils ont comme ça des chansons baraka. Premier Gaou, propulsion à l'international. Et puis Magic in the Air, avec plusieurs carrefours que prend cette chanson. C'est-à-dire, la première dame l'aime bien, on l'a choisie pour l'équipe de France, mais aussi presque dans tous les mariages maintenant, on la met. Même les événements politiques aussi. Même les événements politiques. Et puis c'est un peu la chanson de la victoire pour tout le monde. Ce serait bien qu'au lieu qu'on cite les autres nations, qu'on la mette aussi pour les victoires qui arrivent à la prochaine CAN. Ce serait bien. Mais Oui, bon, mais c'est aussi Non, on la attend chanson- la chanson du En fait, Ghaïs. c'est aussi la chanson des Blancs. Voilà, disons-le comme ça. C'est bizarre, mais c'est. Chaque fois que vous avez un événement, que vous avez des Européens, à un moment donné, pour les impliquer. Pour qu'ils se lèvent pour danser un peu. Voilà, c'est ça. Et puis c'est une chanson qui est africaine, mais. Avec dans des quoi ils se accents reconnaissent. internationaux. Exactement. Donc, allez, c'est la chanson. C'est le lancement du FEMUA 15 ce soir, soir, ouais. au À l'Hôtel Sofitel Ivoire, de l'Hôtel Ivoire. Je pense que c'est peut-être encore en cours, ou danser bien ça. ça vient juste de s'achever. Et justement avec la présence de la première dame qui est la marraine du groupe Magic System.
il y aura Mais forcément cette chanson. il faut préciser que ces 400 millions de vues, en fait, c'est en Afrique francophone. Voilà. Seulement. Oui, c'est en Afrique francophone. Donc, je pense que Voilà. ça a salué, mais il y a encore du travail à faire. Je pense que pour quand on va aller- regarder, il y pour avait voir trois... pour voir d'autres territoires. En Afrique, Voilà. en Afrique Mais c'est des francophone, millions de vues à la Jay-Z, Mais à la non, Beyoncé, les ça. vues YouTube, C'est c'est les pas YouTubers. comme ça. c'est Comment- dans le comment monde vous entier. arrivez- Non, en fait, c'est le score en Afrique, le plus gros Non, score non, en non. Afrique francophone. Sur le Parce qu'il y a YouTube- des plus gros scores que ça encore. Non, en non, fait. non. Sur YouTube, quand vous tapez sur le compte officiel de Magic System, cette chanson, la chanson sort et elle est environ à 411 millions de vues depuis 8 ans. Elle a été mise en ligne il y a 8 ans. Voilà. Et c'est dans le monde entier. YouTube, maintenant, on peut regarder, eux qui gèrent le compte peuvent savoir d'où viennent les vues. Voilà. Et peut-être même que d'autres analystes. Mais en fait, peuvent je- savoir. Non, il parle de, On il se sait pas bien comprend pas, en l'exprimer fait. en fait. Voilà. Il voulait plutôt dire, Voilà. c'est le plus gros score En en Afrique Afrique francophone de francophone. vues, quoi. Ah, YouTube, d'accord. voilà. Voilà. Pas que les viewers C'est sont ça, en Ils Afrique. viennent de c'est l'Afrique. ça, c'est Non, ça. Enfin, c'est le le plus score le plus haut réalisé par un Exact. artiste C'est de ça. la zone Francophone. francophone. Voilà. C'est ça. Exactement. Voilà. Sur effectivement, nous C'est un sommes autre en ce record. moment, il y a 8 ans, effectivement, nous sommes à 411 millions de Millions vues. de vues. Voilà. Et ça, c'est sur leur compte Officiel, oui, officiel, sans parce qu'il y a, oublier les il y a- doublons, il y a des, il y a des les- doublons, il y a des gens qui récupèrent. Donc on peut penser... Donc c'est pour cette raison justement il dit qu'il faut qu'ils aillent scruter d'autres marchés parce que quand tu regardes des artistes nigériens Nigérian. qui battent d'autres records, franchement, je veux dire, il y a Ils encore sont du en chemin, tête en mais termes bravo de vues. encore pour ça. en Mais tout ça, cas, c'est déjà pas mal parce Oui. que YouTube, les vues sont monétisées entre 65 dollars et 6 dollars, selon la zone d'où viennent les vues. Et là, pour 400 millions de vues, c'est environ 4 300 000 euros que cela va rapporter à Magic System. Et là, je comprends maintenant pourquoi, disons, nos artistes nigériens sont immensement Mais bien fortunés. sûr. Parce que là, je voyais le classement des 20 disons, artistes africains les plus vus sur YouTube. Et on avait pratiquement 10 à 12 Nigériens à l'intérieur. C'est dominé même par les Nigériens. Et ils étaient autour de 12 millions de vues sur YouTube pour certains. Ou d'autres étaient autour de 6,7 millions pour certains. Vraiment, Après, il y a le je comprends. secret, hein. Il y a le secret également, c'est au niveau de la population au Nigeria. Je ne- déjà, et ça, Bien sûr, c'est la base déjà. Je n'ose pas imaginer pour le chanteur Ed Sheeran qui fait le milliard de vues en fait. Bien sûr. Franchement, ça. Mais ça me avant fait lui, il y beaucoup avait de- le japonais là, qui avait fait 1 milliard. Gangnam Style. Gangnam Style. Voilà. Et Magic est à 110 millions sur Spotify. Et là, ça rapporte Sur encore le plus même d'argent. titre. Bah, sur le même titre. C'est ça. Ah oui. Parce que les gens C'est achètent l'un là-bas des titres les plus directement. Là, c'est téléchargés. pas... Voilà, Voilà, là, c'est 110 des millions. achats. Moi, je suis sûr qu'au début, téléchargement. ils avaient 499 millions ou 399 millions de vues. Et puis la dernière vue qu'ils ont eue, c'était le président Bédier. Oui, c'est ça, exactement. Qui allait réécouter la chanson quand même pour savoir sur quoi il avait dansé. C'est quoi, il avait dansé, il a dit bon, allez, je revois. Il a dit 400 millions, bravo, vous avez le record. Allez, c'est bon. Eh bien, merci. C'est lui, Merci qui a, au président c'est lui qui a Bédier, été la voilà. goutte d'eau qui a fait remplir le vase. Non, mais c'est vraiment bien pour nos artistes, Oui. surtout dans des pays où les marchés physiques de la musique sont sinistrés. Aujourd'hui, le salut vient du numérique C'est ça. à travers les plateformes qui existent, Deezer, YouTube, Spotify, etc. Oui. Je pense que quand les artistes travaillent bien et ont à l'esprit de faire des produits qui ont, comme on dit, aux standards internationaux, ils peuvent vraiment gagner leur vie. Est-ce que vous saviez par exemple que le titre Despacito de Oui. Luis Fonsi Oui. fait 7 Milliards, milliards ouais. de C'est ça. ça. Ça, c'est un méga tube, ça. Mais on l'a- mais Vous voulez pas qu'on pousse je pense la que- chansonnette qu'on- Franchement, 7 milliards de vues, c'est la on fait un petit We Are the 7 Life. milliards de vues, c'est pratiquement la Despacito. population du monde en fait. Ben oui, C'est ça. bien Ouais, sûr. parce qu'on est 7 milliards en fait en autour C'est du. ça. La chanson a été population entendue mondiale, donc 7 milliards de partout. vues. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que tout le monde l'a écouté au moins une fois. Une fois dans sa vie. Ou peut-être qu'il y a des gens qui l'ont écouté. On compte À quand plusieurs quelqu'un reprises. C'est une vue unique là. C'est ce qui est bien. Ça, là, l'audience est une audience organique. Quand tu as cliqué une fois, tu peux revenir 10 000 fois. Ça te comptera une seule fois. Parce que c'est par adresse IP. Ou l'adresse Mais du si je téléphone. change, si je change d'appareil. Et oui, mais c'est ce que Vous je n'avez dis. pas acheté Puisque- 4... Oui, ça veut dire que si vous écoutez la chanson sur le téléphone, ça fait une vue. Si vous changez pour aller sur la tablette, ça fait une autre vue. sur ma télévision. Voilà, mais ça. attention, si vous êtes chez vous et que vous êtes sur une adresse IP, on considérera que c'est... voilà. Parce que moi, je C'est connais des plus- gens qui ont c'est- dû l'écouter 3 sur 3, c'est 4 ça, appareils. c'est plus ouais. objectif. Parce que moi, par exemple, je n'ai c'est jamais plus regardé cette chanson. Je C'est n'ai jamais très regardé fiable, sur quand YouTube. même. Alors qu'on est à 7 milliards, c'est quasiment le nombre de. Mais je suis sûr, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui a dû regarder sur 3 postes. Oui, oui, les gens, tant que Pourquoi ce tu n'est me pas sur le regardes même poste. Attention, oui, oui, non, non, en fait, c'est-à-dire que tant que c'est sur votre compte YouTube que vous écoutez la chanson, ça compte pour une seule vue. Si vous allez sur le compte YouTube d'Élysée,
Voilà, Je comprends mieux. qu'il Parce n'a que pas encore moi, je connais regardé. des films eh bien, qui auraient battu le milliard de vues. Mais ça compte pas. Exactement. Parce que les gens l'ont revu. Moi, je sais que il y a On t'a mis là-dessus, Daouda. il y a un film que j'ai regardé 17 fois. Voilà, Ne sincèrement. nous en donnez pas les titres, je vous en Je prie. te jure, c'est Armageddon. non, C'est non, Armageddon de Bruce Willis. J'ai adoré ce film. J'ai eu peur, j'ai de eu peur. Bruce Willis, avec Ben Affleck et les autres. Franchement, c'était un très beau film. Ouais, j'ai eu peur. Je vous avoue. Mais pourquoi tu pensais à quel film? Brice a pensé que c'était la fille à la peau de lune. Ou bien- Mais peut-être que sûrement je vais regarder Isabelle plusieurs fois parce que j'aime bien la série au passage. Franchement, Elle est après, très vous bien avez- série tournée. très bien réalisée. Voilà. Voilà. Je vous demanderai vos raisons plus tard. L'info du jour, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, c'est la police nationale qui a décidé de mettre fin à ce qu'on appelait là-bas à Djamé le droit de sol. Daouda. Bon, comme vous Parce le que les savez, gens, qui décident que des ODP, des domaines publics leur appartiennent au niveau d'Adjamé. Ça a commencé en fait par les histoires de Niambro, de Coxer. Pour ceux qui sont déjà arrivés à Adjamé au niveau de la Renault, dès que tu arrives, on t'accoste pour dire, madame, je vais prendre tes bagages pour t'envoyer à la gare. c'est pas ça si pourrait que ceci. Oui, mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Dès que tu descends d'un car, d'un véhicule, ils décident que tu dois payer un droit avant de passer. Ils appellent ça le droit de sol. Bon, pourquoi? Qui leur a donné ce sol? Qui leur a donné le territoire? Qui a donné On ne sait le pas. droit? Franchement, on se pose la question et je pense que le fait que la police nationale ait mené cette opération et arrêté 22 personnes, franchement, bravo à la police nationale de Côte d'Ivoire. Et je salue au passage le DGPN de la police. Et hier, Donc c'était l'anniversaire. aujourd'hui, c'est hier ou aujourd'hui, mais ça c'est son Bon, anniversaire. ça ne veut plus. Non, mais je pense que ça doit être aujourd'hui. C'est aujourd'hui son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à M. Kouyaté, DGPN de la police. Voilà. C'est dit. C'est pour ça que tout est en rouge. parce que Non, on c'est le mois de va trouver une jolie photo du DGPN. Hein, on va trouver une jolie photo Non, du mais ils ont DGPN barré leur visage, en fait. avant la fin de cette émission. Non, mais ça conclut, je veux dire, cette opération de la police nationale a conduit à l'interpellation de près de 22 individus eh bien, qui se livraient à ce genre de fameuses opérations de droit de sol. Je pense qu'on est un pays de droit. Hein, quand même, il était important qu'à un moment donné, la police intervienne parce qu'ils ont été nombreuses, ces personnes qui ont été victimes de ce racket, mais à ciel ouvert, mais quasiment au vu au-dessus de tout le monde. Et aujourd'hui, tous les efforts qui avaient été consentis pour que Adjamé soit beaucoup plus sûr, disons-le, parce qu'à un moment, aller partir à Adjamé, c'était une source d'inquiétude. On vous disait, vous partez à Djamé, vous risquez De votre téléphone volé, voilà, se de faire vous faire agresser, agresser. tout et tout. Et les autorités avaient beaucoup travaillé, même les élus locaux à Djamé avaient travaillé pour la salubrité, pour la sécurité. Et puis à un moment, on a commencé encore à nouveau à avoir un peu peur à cause de ces questions de droit de sol. Et surtout quand vous avez des gens qui arrivent de l'intérieur du pays où Ils ne maîtrisent pas qui ne toujours. maîtrisent pas toujours tout le truc. On joue un peu sur la naïveté. On a dit c'est un droit de sol et puis souvent c'est accompagné d'un peu de violence. Voilà. Mais en fait, Brice, il faut Un peu dire de violence, qu'aujourd'hui, de violence. cette problématique, même comme je le disais d'entrée de jeu, ça commence par l'histoire des Niambro. Ne nous arrêtons pas seulement à Adjamé. Même dans des petites gares, que ce soit au Carrefour de la Vie, que ce soit à Saint-Jean, que ce soit à Bobo, n'importe où, mais ces personnes, ce qu'on appelle les coxers, les Niambro, mais ils mènent la vie dure à tout le monde. Souvent, tu montes dans ton véhicule, moi je paye mon transport, mais lui il décide que comme le chauffeur doit lui remettre peut-être une ristourne de 100 francs ou bien de 200 francs, Il souvent bloque il tout va le passage, il empêcher bloque le les gens véhicule. d'avancer. Et je pense que c'est là qu'en fait, j'appelle qu'on appelle ça, le ministère du Transport à prendre ses responsabilités à ce niveau-là pour nous épargner ces gens-là sur nos voies. Sincèrement. D'ailleurs, selon le message qu'on a reçu, hein, donc, cette opération, je disais qu'il s'était soldé donc par l'interpellation de 22 individus, avec en plus une injonction au chef de gare, donc invité à plus de responsabilités, à signaler donc tout événement mettant à mal le bon fonctionnement des dites gares, y compris ceux dont on parle. Mais combien de fois on n'a pas vu des dames avec leur sac à main qui est tiré par un coxer pour aller monter dans un car plutôt que dans un autre. Elle a à peine, parfois elle-même, elle leur dit non, je suis juste en train de passer, je ne vais nulle part que traverser votre gare.
Et c'est comme ça, ils arrêtent les voitures pour pouvoir traverser avec les passagers. Parfois, ça crée des accidents parce qu'il y a des passagers qui sont tout à fait à même de traverser toute seule la voie. Mais eux s'érigent aussi en contrôleurs de voie. Et puis, il faudrait quand même que dans tous ces quartiers-là, à Bobo, à Djamé, Trècheville, même Cocody, qu'on arrête d'avoir peur d'aller dans les gares et qu'on y aille à toutes heures, de toute classe sociale. Pour pouvoir parce qu'il y a des cas qui arrivent à 22h, à 23h, qu'on puisse aller... parce que justement, ce qui faisait peur, c'est que ces gens-là certains conduisaient les passagers dans des zones sombres et les passagers pour les dépouiller. Et ça également, c'était un autre Parce phénomène. que parmi eux, il y a des gens qui sont bons, comme partout, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Et c'est là où je dis, si tu vois que justement dans le communiqué, ils attirent l'attention des chefs de gare, parce que ces jeunes, pour ceux qui sont bons, souvent aident certaines personnes véritablement à aller dans de bonnes gares, moyennant quelque chose du chef de gare. Donc, je veux dire, pour ceux qui ne sont pas bons, il faut attirer l'attention. En solution, je pense quand même, qu'à un moment ça se faisait, c'est que les gares, quand elles ont des rabatteurs, c'est ça, c'est le mot, peuvent permettre qu'on les identifie avec des chasubles, avec des blouses. Ils avaient des c'est fait à la chasubles. gare, je ne sais pas si je peux dire le nom. Allez-y. C'est fait à la gare UTB en tout cas. Eux, c'est bien fait là-bas, dans cette gare-là. Mais par contre, il y a ceux qui sont généralement dans ce qu'on appelle les Bakara, les Massa, voilà, les Minika, là. Généralement, avec eux, c'est tout le monde, quoi, en fait. Et souvent, les départs pour certaines villes, c'est à la même heure. Donc, les rabatteurs sont là et les fossoyeurs, les propriétaires terriens d'Adjamé, voilà. C'est le cas de dire qu'il y a la campagne Stop à l'incivisme routier, mais je pense que c'est Stop à l'incivisme même dans tout l'espace des transports publics et aussi privés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut profiter de cette campagne-là pour aller jusqu'au fond du problème, même si là, les choses sont adressées de façon vraiment durable, puisque c'est sur toute l'année, et je pense que ça va aller au-delà. Mais je suis certaine qu'à la fin de l'année, on aura de bons résultats. Mais la question même de la légifération et de la réglementation des statuts, qui est chef de gare, qu'est-ce qu'une gare, impliquer les mairies pour qu'on puisse délimiter des espaces dans l'espace municipal, pour qu'on ait des gares, je dirais même pas modernes, pour qu'on ait des gares reconnaissables, parce qu'ils rendent service à la population, il faut qu'ils aient des endroits où stationner et qu'on ait enfin des stationnements, des arrêts de transport intercommunaux où les voitures ne sont plus arrêtées dans des virages. Je n'ai pas entendu les sur la dangereux. question. Ensuite, Alain? Ouais, ben moi je pense que la police a joué pleinement son rôle. Il était vraiment temps qu'on mette fin à ce phénomène-là qui finalement agaçait tout le monde. Moi, ça me pose véritablement le problème de la sécurité, parce que ce n'est pas juste qu'ils vous interdisent de passer, qu'ils vous demandent quelque chose, mais ils vous agressent en fait. Ça veut dire, c'est même pas juste de dire donne quelque chose avant de passer, mais c'est vraiment des agressions. Et ça crée un climat d'insécurité généralisé. On sait qu'à Djamé, c'est la grande gare. Et là même, ça me pose encore le problème de vraiment la décentralisation ou bien la réflexion de la gare qui devait être faite depuis des années, pour laquelle on avait déjà aménagé un espace où vraiment on devait avoir une gare moderne et autres, tout ça. Aujourd'hui, à Djamé, continue encore d'être très concentré et ça devient un terreau fertile pour tous les petits agresseurs qui vraiment s'adonnent à ce genre de pratiques-là. Et comme elle le disait, moi, je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait pour une mairie pour organiser le transport ou bien pour organiser les gares dans une commune. On avait besoin de quoi concrètement? Parce que quelqu'un se lève un matin, il décide que cet endroit-là soit une gare et ça devient sa propriété privée. Et à celui-là, on doit payer des taxes qui ne vont même pas dans les caisses de l'État. En vertu de quoi? Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et une fois, j'ai dû interpeller quelqu'un. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là? Le gars m'a dit, mais le problème est plus profond que toi. Je ne faut laisser tomber. Pas ça là même là. Les vieux pères en bouffent dedans. Bon, ça c'est un langage ivoirien. Quand les vieux pères bouffent dedans, ça veut dire vraiment c'est un circuit. Et ça, c'est pas normal. Justement, on ne sait pas à quel niveau ça s'en va. Mais c'est ça, justement, c'est pas normal. Quand on décide aujourd'hui de lutter contre la corruption, je crois que c'est tous ces éléments-là qu'on doit pouvoir prendre en compte. Parce qu'on ne peut plus permettre que des gens viennent et que vraiment... Encore qu'on ne soit pas en train de dire que ça ne devrait pas exister, mais que ce soit beaucoup mieux organisé. C'est ça. Mais cela dépend également du travail des mairies. Non, mais j'en parle un peu avec Lauréette pour préciser ma pensée, parce que Lauréette me dit non, ça ne devrait pas exister. Non, il y a des métiers de rabatteurs, des gens qui sont censés conduire des personnes vers une gare, des gens qui... c'est un métier qui peut... Mais ça doit être organisé. Mais c'est ça. Mieux organisé, voilà. Pourquoi pas par la mairie?
Pourquoi pas par ces gars-là où ils sont inscrits quelque part, on connaît leur nom, on peut les identifier. Voilà. Mais quand on arrive à ces gars qu'on ne peut pas identifier, il y a problème. En fait, pour ne pas que l'opération qui a été menée reste une opération sans lendemain, il faut que les mairies elles-mêmes prennent aussi le taureau par les cornes en faisant leur travail. Ce sont les mairies qui doivent organiser l'espace communal. Voilà, c'est vrai que la police peut intervenir, mais il y a aussi la vision de la mairie. Donc c'est à elle de faire ce travail-là. Parce que les maires perçoivent des patentes, je pense, des taxes pour l'occupation du territoire. Donc il faut, à un moment donné, que ces collectivités aussi fassent donc du coup, la chaîne de responsabilité, donc on a l'État, c'est normal, quand même. Mais l'État, c'est pour tout le monde, c'est nous tous. sur l'ensemble du territoire. Oui. Mais sur l'espace d'Adjamé, il y a Ensuite, une collectivité communale, locale qui s'appelle donc la commune, autorités dirigée communales, par ouais. un maire. Et c'est au maire de mettre de l'ordre sur son territoire avec le soutien, bien entendu, des forces régaliennes. Et je police, poursuis, gendarmerie, la chaîne de responsabilité, il y a également les chefs de gare, les responsables de gare, de C'est ça. compagnie, qui pourraient mettre de qui l'ordre. sous-louent Voilà. cet espace et qui payent des droits, notamment à la mairie, pour occuper cet espace, mais qui n'ont pas le Tout droit à fait. d'y régner comme si c'était une propriété privée. Voilà. Parce que Mais la première grande responsabilité incombe pour moi au pouvoir public. Ouais. Parce que c'est elles qui sont garants de l'ordre dans la cité. Donc, Parce que si elles ne aujourd'hui jouent pas leur il y a un rôle, grand désordre au niveau d'Adjamé, forcément on aura forcément à faire appel par exemple au service de Mais l'État. plus, je ne vais même pas loin. On se rappelle il y a quelques années, ce qui même a valu le surnom à la ministre Anne Ouloto de Maman Bulldozer. Quand la ministre Anne Ouloto est rentrée à Djamé, personne n'avait jamais su qu'un jour on allait pouvoir avoir une fluidité à Djamé sur le boulevard Nangui Abrogwa. Oui, mais parce que pendant longtemps, les élus aussi ont C'est fait ce que preuve je de dis justement. laxisme. Donc À un arriver moment à un donné, moment, l'État prend ses responsabilités. Oui, c'est que Quand vous dites, là où quand vous je veux en venir, c'est quoi? C'est dire que quand il y a de la volonté C'est ça. de pouvoir mettre de Plus haut l'ordre, niveau. voilà, il y a la possibilité de mettre de l'ordre. Et on l'a vu avec la ministre, quand elle a décidé, les voies étaient ouvertes. Tout le monde circulait parce qu'elle a sollicité la force publique et elle s'est donné les Et moyens. ça s'était fait en collaboration avec les élus Mais locaux. le problème, c'est ce que c'est je que tu parles de la ministre Anne Leto, mais le ministre Bakongo qui est maire de Koumassi, lui, il a pris ses responsabilités. Oui, c'est ça, à un Koumassi. élu municipal, bien On sûr. peut- C'est-à-dire que- Comment lui, il a réussi et les autres n'y arrivent pas? Bah, Le j'ai pouvoir, un début oui. de réponse. Comment il a réussi? C'est-à-dire que les femmes, elles vous disent, tant que la mairie prend des taxes, elles avancent sur la route, la mairie vient, on les repousse un petit peu, mais ils continuent de prendre les taxes alors qu'ils savent que les places sont vides dans les marchés, à l'intérieur des marchés. Quid aussi de la construction de ces marchés? On trouve que les gens ne rentrent pas pour acheter leurs produits. Ou bien que c'est très cher souvent, Ou les étals. donc, tant que la mairie prend de l'argent, mais leur dit de reculer un peu, elle continue d'avancer. On a un cercle vicieux. Il faut arrêter de prendre les taxes pour pouvoir avoir l'autorité sur elle. Allez, C'est-à-dire je récapitule. Oui, allez-y. Donc, chaîne de responsabilité, donc l'État, mais les élus locaux, parce que c'est eux qui sont au premier contact. Quand tu dis l'État, L'État, c'est la le vision. ministère chargé du L'État, c'est la transport. vision, la Oui. politique générale. Comment je veux présenter ma cité, comment doivent vivre les habitants, etc. Mais ministères l'exécution, voilà, les ministères dédiés, mais sur le terrain, ce sont les élus locaux, voilà, les les élus mairies. locaux qui doivent faire leur travail. Très bien. OK, et puis eux maintenant vont interpeller les responsables de gare, ils vont Mais bien interpeller sûr, c'est eux tous qui les sont au acteurs contact. Les syndicats du et autres, système ils sont pour au pouvoir organiser le. Parce que le- vous le imaginez secteur. des ministres, enfin moi je n'ai pas vu ça dans les autres pays, mais avec des pelles dans la rue pour enlever les poubelles, comme on a vu ici en Côte d'Ivoire, parce que les élus à un moment donné font preuve d'incapacité. Et l'État, qui lui est quand même responsable, notamment quand arrivent des élections, il est obligé de mettre de l'ordre. Vous voyez. Donc j'ai noté cette important. phrase. Que chacun fasse son travail en fait. Oui, parce qu'il y a un petit. Je termine là-dessus avec une autre interpellation, faire un peu attention, parce qu'il y a quelque chose également qu'on avait constaté à Djamé, c'est qu'il y a des porteurs, des gens qui viennent vous disent non, on veut vous aider à porter avec des pouces-pouces et tout ça, vous mettez vos marchandises, vous avez peut-être Après, ils 90 000 francs, puis, ils et commence disparaissent. à marcher vite, un mois de vous distance, quand- un couloir, vous retrouvez sans marchandises. Mais il vous a aidé. Ou ils vont plus loin dans En tout cas, l'arnaque, vous êtes déchargés. ils vont plus loin dans l'arnaque, ils vous proposent. Chargé physiquement, mais très chargé dans la tête. Mais après, ils vous donnent même de la marchandise, pour certains, mais qui est remplacée. Donc vous arrivez à la bien maison, sûr, vous pas qui des avez cailloux. acheté du charbon et compagnie. Oh. Donc vous faire un peu attention. On va poursuivre les amis avec une autre situation. Eh bien, c'est le fait du jour. La réouverture des frontières terrestres. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin,
je ne sais pas si vous partagez mon enthousiasme. Oui, c'est... Le gouvernement donc, a annoncé la réouverture des frontières terrestres qui avaient été fermées depuis, on le Le sait. 22 mars 2020. Exactement. Dans le cadre de la lutte contre la Covid. Et c'est la bonne nouvelle, eh bien, le gouvernement a décidé de rouvrir nos frontières et tout ça. Les Oui, frontières officiellement, terrestres. officiellement, parce qu'on sait très bien la porosité de nos frontières. Et puis, bon, Récemment, on compte apprenait tenu que quand 10 000 réfugiés étaient dans même, le Burkina était rentré dans le nord du Vous êtes pays. d'accord avec moi que là, vous ne pouvez pas passer, non? Si, un Frontières petit peu quand fermées. même. Mais Bon, les gens, ils passent on peut s'arranger. par la pirogue, par la moto et autres. Même là, ils peuvent passer. Même à pied, hein. les Ouais, gens donc, franchissaient. Ils contournaient un peu par la forêt, ils sortaient plus loin. Donc c'est une décision officielle Voilà. qui ramène à la situation d'avant le Covid, donc l'état de nos frontières, et qui permet la libre circulation des biens et des personnes aux différentes frontières du pays. C'est bien, Toute légalité. c'est une bonne nouvelle à bien des égards. Hein. Oui, c'est C'est comme ça C'est une décision qui est vraiment, comme ça. c'est une décision qui est très très attendue. On est sans ignorer ce que représente un peu la Côte d'Ivoire dans les échanges et dans les transactions. Économique. Voilà, c'est ce que je dis, au niveau économique, dans les échanges avec les pays de l'Interland, avec nos voisins, c'est ce que la Côte d'Ivoire représente. Si vous prenez aujourd'hui les chiffres au niveau économique, nous avons quand même une bonne part de marché en termes de balance commerciale qui est en faveur de la Côte d'Ivoire avec les pays de l'Interland. Donc c'était vraiment un manque à gagner. Donc aujourd'hui, prendre la décision de permettre que les frontières s'ouvrent, bien évidemment, après avoir maîtrisé un ensemble de balises. Hein. Le communiqué que j'ai lu du Conseil des ministres disait que après que le gouvernement se soit rassuré voilà, d'avoir fermé toutes les poches, c'est-à-dire que les bouches où les gens pouvaient passer à travers les autres mailles, pas par la frontière, aujourd'hui on peut ouvrir les frontières. C'est-à-dire on suppose que les passages, ce n'étaient pas les passages officiels, ont été fermés. Donc maintenant tout le monde va passer par les passages Oui, mais il n'y officiels. a même pas besoin de les fermer. À partir du moment où on dit le passage officiel est ouvert, il n'y a plus de raison de Mais chercher. en fait, le Non, problème, non, non, Brice, pour que tout le monde si- passe par la voie officielle, parce c'est ce que je veux qu'en dire. En vérité, fait. s'ils n'ouvraient pas à un certain moment, je pense que c'était la porte ouverte à toutes sortes de trafics. Le cas de- Parce que si vous vous rappelez très bien, on a vu combien de fois des produits prohibés ont été pris par la douane, qu'on appelle ça, par les policiers, par les gendarmes et puis partout. Donc, le fait que les frontières soient fermées, forcément, les gens vont trouver d'autres passages en fait. Donc, maintenant, on ouvre, ça va au moins lutter contre la corruption, plein de choses. Comment vous pensez que, bon, dites-moi, là ils ont ouvert les frontières, vous pensez que le gars des produits prohibés va dire allez c'est bon, je passe par là? Non, mais le problème, Non, mais Il a son circuit. Non, mais, Mais le gars- moi, je comprends un peu ce que Daouda veut dire. En fait, ce que Daouda veut dire, et je pense que c'est l'implication même d'une telle décision, c'est de prendre les dispositions, se donner les moyens, effectivement, de permettre que la frontière désormais ouverte soit le passage par excellence de tous. Donc, c'est à nous, aux autorités, de lutter maintenant contre les passages clandestins au niveau des frontières. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ils ont tout fermé. Et c'est ce que le gouvernement disait dans son communiqué. Donc, c'est à eux maintenant que revient c'est au pouvoir public que revient la responsabilité de veiller à ce que ces passages clandestins-là soient désormais fermés et que tout le monde prenne la voie officielle. Mais comme je le dis, au-delà même de tout ça, c'était attendu par toutes les populations, que ce soit les populations. Il y a des gens qui n'ont pas pu finalement aller même participer soit à des obsèques ou bien à des activités à l'extérieur, parce que justement, comme ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir de s'offrir les billets d'avion, voilà, donc passer par la route, ils ne pouvaient pas. Donc ça va vraiment fermer beaucoup d'activités. C'est tellement qu'à gagner même pour les compagnies de transport. Ouais, c'est ça. Il y en avait plus Qui de- même pour l'État lui-même. Bien sûr, bien sûr. Même il y pour avait l'État, parce que beaucoup de moi, monde je à me gagner. rappelle, j'ai une amie qui est partie 2 fois au Nigeria, qui est passée par ces chemins. Elle a fait pratiquement 3 ou 4 jours avant d'arriver au Nigeria. Mais, oui, mais parce que, tout simplement, elle va payer de l'argent à des gens qu'elle aurait dû payer simplement à l'État pour passer. Bon, après, la police va venir rendre visite, Voilà, il ne dit pas pour où elle est savoir. passée. Oui, mais bon, c'est Ouais, pas à je moi sais. qu'on va demander cela quand même. C'est Voilà. votre amie, elle a dû vous dire. Oui, mais bon, comme un journaliste ne donne pas sa source, Oh je pense là que là, j'ai la pas belle de- excuse. j'ai pas d'obligation à donner cette Si ça source-là. se trouve, vous avez emprunté vous-même ces chemins vicinaux. C'est des chemins vicinaux. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Et même pour le tourisme, c'est une très très bonne nouvelle. Aujourd'hui, les gens peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Et même pour l'État, c'est important de Bien savoir sûr. qu'on a un pays qui est ouvert avec toutes ses frontières. Donc c'est bon. Parce qu'après, quand vous fermez les frontières, il y a des indices de sécurité qu'il faut revoir certainement. Donc tout ça participe à ce que le pays se porte mieux. Après, c'est important d'insister sur le contrôle aux frontières. C'est ce que j'ai dit, oui, la question de l'immigration, parce Ça que fait- on ne peut pas fermer les yeux au nom de la solidarité ouest-africaine sur voilà, les flux migratoires. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça devienne un vrai sujet qui soit adressé par les responsables, à la fois par le pouvoir et par l'opposition. Parce que l'observation que je peux faire, c'est que la dernière campagne, le sujet de l'immigration était totalement absent des programmes politiques. Voilà, ce qui n'est pas normal pour un pays qui accueille quand même 40% de sa population,
avec la menace djihadiste, avec également la situation économique des différents pays. Et puis, bon, bien entendu, il y a la solidarité africaine, mais ce serait bien qu'on organise tout ça. Et effectivement, ouverture des frontières, ça ne veut pas non plus dire que c'est la porte ouverte à tous les vents, quoi. Voilà. Non, c'est clair, j'insiste. Hein. C'est vrai qu'on demande ça, mais les forces de l'ordre, les forces de défense et sécurité demandent aussi des moyens techniques bien sûr, pour le avancés contrôle, oui. pour le contrôle. Parce que souvent aussi, quand c'est le seul appareil peut-être pour vérifier des passeports ou des entrées qui ne fonctionnent pas comme il faut, ça fait des fils interminables aux frontières. Donc il y a tout le monde qui doit jouer sa partition pour que cette décision-là puisse avoir tous ses avantages. Et puis éviter les tracasseries inutile. Normalement, quand on a un document de la CEDEAO, on peut aller venir librement d'un territoire à un autre. Ouais. Donc ça aussi, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire. Il y a je crois 2 ans, j'étais à une frontière là, entre la Sierra Leone et la Guinée, donc en voiture, parce que c'est difficile de quitter la Sierra Leone en avion, c'est 2 vols par semaine. Donc pour aller vite, il fallait passer par la Guinée. Ben, j'avais un passeport CEDEAO, mais le policier a fait toutes les histoires. C'est ça. Voilà. Il a fallu que je sorte un passeport d'un autre pays pour qu'il soit plus gentil. Sur la libre circulation, les personnes étaient bien, ça ne connaît pas trop. Voilà, c'est ça, il ne connaît pas. Et à côté, effectivement, il y avait une file. Et ce gendarme, m'a rétorqué que les Guinéens avaient les mêmes problèmes quand ils allaient dans l'ouest du pays. Donc, il rendait l'appareil à tous ceux qui avaient un passeport ivoirien. Donc, vraiment, il y a un travail à faire. Après aussi, la petite phrase qui accompagne toute cette information. Mon cher Alain Toussaint, après la police, vous avez 2 passeports. Expliquez ça. Il a un passeport dans la poche droite et un passeport dans la poche gauche. Toujours. Qui rend les gens plus gentils. Oui, parce que malheureusement, il y a une discrimination qui subissent nos pays d'Afrique, c'est que nos passeports ne permettent pas d'entrer partout. Vous voyez, voilà, les premiers passeports, c'est les passeports suisses. En réalité. Oui, puisque nous sommes quand même plus hospitaliers. C'est ça. Voilà. Mais bon. Alors, les amis, la vraie question qu'on se pose en ce moment, vu qu'on parle d'immigration, on parle de cette question-là avec une interrogation particulière. Que se passe-t-il donc avec la diaspora ivoirienne en Tunisie? On a vu qu'il y aurait donc des présumées violences sur les Ivoiriens. En tout cas, on va faire un peu l'état des lieux. Et à ce propos, nous sommes en ligne avec M. Ange Seri Soka, il est président de l'Union des Ivoiriens en Tunisie, responsable de la FIDOP en Tunisie. Bon, oui, on me signale qu'il était en ligne, mais la liaison n'est pas très bonne avec Tunis, donc on va réessayer de la voir. Daouda, plantons un peu le décor. Des images sur les réseaux sociaux faisaient état de présumées violences. Mais je pense même qu'avant même cela, il y a la FIDOP, il y a une organisation des droits de l'homme qui est dirigée par Boga Sako, Dr Boga Sako, qui a fait un communiqué pour dire qu'il y avait des violences là-bas, tout et tout. Puisque les autorités tunisiennes, pour lutter contre, qu'on appelle ça, le banditisme, ont commencé à faire des rafles systématiques. Et ces rafles-là, en fait, quand tu regardes, ça pointait du doigt une certaine communauté, en fait, surtout les jeunes noirs africains subsahariens. Voilà. Et ils ont dénoncé dans cette communauté qu'il y a pratiquement 200 Ivoiriens qui ont été arrêtés là-bas. Donc, en gros, c'est ce qu'on a. Mais quelle est la situation du point de vue administratif sur le territoire? Mais je pense que la plupart, c'est les étudiants et autres. Mais est-ce qu'ils ont un titre de séjour pour être en Tunisie? Vous parlez des étudiants, mais il faut savoir également que la Tunisie regorge... C'est un point de passage aussi exactement, vers l'Europe. Voilà, qui passe par là, en passant par aller à Lampedusa. C'est ça. Très bien. Voilà. Monsieur Ange Seri Soka, vous êtes en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Joël. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça va, on vous entend très très bien. Alors, on fait un peu le point de la situation. Que se passe-t-il avec les Ivoiriens, la diaspora ivoirienne en Tunisie? État des lieux? D'accord, merci beaucoup. D'abord, je suis Ange Seri Soka, président de la Fondation ivoirienne des droits de l'homme, représentant en Tunisie, et aussi président de l'Union des Ivoiriens en Tunisie. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que depuis le mercredi passé, nous avons une compatriote ivoirienne qui a été assassinée par des Italiens chez elle à la maison. Suite à ce maître-là, la police tunisienne a pris un engagement d'arrêter presque 300 personnes. Bon, nous demandons que c'est par rapport au maître qu'aujourd'hui nos compatriotes sont arrêtés, des personnes qui ont des enfants. Là où je vous parle, nous avons presque 20 enfants ivoiriens
ont été pris avec leurs parents ce matin dans une crèche ivoirienne. Ici, nos enfants sont nés ici et ils n'ont pas le droit même d'abord d'être dans une école tunisienne. Ils ne parlent pas l'arabe. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous les mettons dans les crèches où il y a des Ivoiriens, des anciens inscrits, et ils apprennent à lire et écrire. Malheureusement, ce matin, ces enfants ont été arrêtés avec leurs parents. Ils sont présentement dans un point de police. Et nous avons hier 200 personnes qui sont passées devant l'institution. On a encore 100 et quelques personnes qui vont passer le mercredi prochain. Et je dis qu'en Tunisie, d'abord, le passeport ivoirien est par tout le monde. Ces agresseurs, ces personnes qui sont passées par le désert, qui sont rentrées en Tunisie, sont des jeunes qui ont le passeport ivoirien et que nous constatons parfois même dans les forces de police qui ne sont pas ivoiriens. Malheureusement, ils ont le passeport ivoirien. Et quand ces personnes sont arrêtées aujourd'hui, l'État tunisien constate que nous sommes tous des Ivoiriens, c'est-à-dire des Subsahariens. Nous sommes presque 15 000 Ivoiriens sur le territoire. Et aujourd'hui, en Tunisie, nous avons un problème qui est la carte de séjour. Le titre de séjour en Tunisie pour les étrangers, les Subsahariens que nous sommes, qui est carrément interdit, on ne donne pas. Et donc, quand tu arrives en Tunisie, tu as une pénalité, un séjour de 3 mois. Après les 3 mois, tu payes, c'est-à-dire 80 dinars par mois. Et les 80 dinars, tu ne les payes pas pendant que tu es sur le territoire. C'est le jour que tu dois sortir et tu payes les 80 dinars par mois. Donc, Très bien. tu as fait 6 ans, 3 ans, tu n'es même pas allé en Côte d'Ivoire chez toi parce que tu as une pénalité qui est énorme et tu n'as pas de l'argent pour payer cette pénalité. Donc, tu préfères prendre la Méditerranée. Donc, aujourd'hui, la Méditerranée est devenue aujourd'hui un fléau. Il y a plusieurs choses à la fois. Alors, vous évoquez, j'avoue, il y a monsieur, plein de sujets, voilà, c'est ça. vous évoquez plusieurs sujets en même temps. Vous avez évoqué le sujet de l'assassinat d'une compatriote. Vous avez ensuite évoqué la question de harcèlement des Ivoiriens ou des Par les personnes forces. détenant le passeport ivoirien. Se faisant passer pour des Ivoiriens. Vous évoquez une autre situation, celle de la carte de séjour. Globalement, La situation des enfants aussi, Exclus et de exclus de leur l'école, instruction, oui. de leur accès à l'instruction. Je pense que ce qu'il a dit plutôt, c'est qu'il y a une ressortissante tunisienne qui a été assassinée. Voilà. Chez elle à la maison. Chez elle à la maison. Et donc, dans la volonté. C'est bien ça, monsieur? Une ressortissante ivoirienne. Ivoirienne, c'est ce que je dis. Ivoirienne. D'accord. Voilà, c'est une ressortissante ivoirienne. Alors, et les enquêtes sont en cours. Et vous parlez d'interpellation d'Ivoiriens. Pourquoi? Pourquoi? Les Ivoiriens sont pressés parce que, bon, les Subsahariens, c'est qui a pensé parce que nous ne savons pas en réalité. On n'entend pas bien. Ouais, c'est vrai que- Vous m'entendez? Maintenant, on vous entend mieux, oui. Voilà. Le problème, c'est qu'ici, aujourd'hui, nous nous posons des questions de savoir est-ce que c'est parce que la compatriote a été assassinée chez elle que les arrestations sont énormes. Parce qu'avant ça, il y a un parti politique tunisien qui a fait une pétition que tous les Noirs sérieux en Tunisie soient chassés. Très bien. Alors, Vous voyez? Et ça- alors, ce que je veux dire, bon là, je rappelle que c'est un parti politique et ce n'est pas le gouvernement qui a émis cette idée. Il y a une représentation diplomatique ivoirienne sur place Que dit-elle? en Tunisie. Que dit-elle? Oui, c'est le silence que nous constatons au niveau de la représentation diplomatique ivoirienne et de la communauté subsaharienne, la représentation diplomatique de la communauté subsaharienne. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous constatons que les Tunisiens font des émissions pour mettre la haine dans la population, aujourd'hui nous avons des vidéos que nous pouvons vous envoyer où des jeunes sœurs, des abus de pouvoir sont chassés dans la maison, d'autres sont blessés, poignardés, et on n'a pas de réponse de nos diplomates. C'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Alors, dernière question, hein, parce que la liaison n'est pas très très bonne avec Tunis. Dernière question. En ce moment, où se trouveraient en tout cas les enfants et les parents qui Ont été sont en pris à la détention caisse ce matin. Oui. Ils sont présentement dans un poste de police qu'on appelle le brigade criminelle de Goujeni. La brigade criminelle de Goujeni, ils sont présentement presque 20 enfants avec leurs parents, ils sont présentement dans le poste de police. Ils sont arrêtés. C'est quoi le Ils ont été chef arrêtés pour quelle d'accusation? raison on leur reproche pour une crèche qui n'est pas légale.
Vous pouvez répéter Une crèche une illégale. crèche qui n'est pas légale. OK. D'accord. OK. Je pense qu'on peut ouvrir le débat. Ouais, la liaison. Donc, vous avez parlé de crèche qui n'est pas légale. On va noter cela. Il y a une question d'ailleurs que certains internautes se posent aujourd'hui, parce que ce que vous décrivez là n'a pas commencé maintenant. Visiblement, vous êtes victime de cela depuis un bon moment. Vous y êtes peut-être pour des raisons économiques, certains pour scolaires ou universitaires. Et depuis, vous n'avez pas, selon ce que vous dites, le soutien de l'ambassade. C'est cela? Oui, en fait, le problème en Tunisie, c'est qu'il y a une loi qui dit que l'ambassade reconnaît les étudiants. Pourtant, quand on parle des migrants, il y a plusieurs types de migrants. Et ce que nous constatons aujourd'hui ici, c'est que les Ivoiriens sont nombreux ici en Tunisie, ils ne sont pas tous des étudiants. Et lorsqu'un Ivoirien a un problème, quand il arrive dans un poste de police, on lui demande la carte de séjour étudiant. Et quand il n'est pas étudiant, l'ambassade se dit qu'elle n'a pas la capacité de pouvoir intervenir parce que la personne n'est pas étudiante. Voilà comment aujourd'hui nos compatriotes ont des abus de pouvoir parce qu'ils ne sont pas tous des étudiants. Et même les étudiants qui sont là, ils ont fini les études, ils sont restés sur le territoire, et ils ne peuvent pas, comme ils ne peuvent pas maintenant rentrer parce qu'ils se disent qu'ils ont des pénalités parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas eu la carte de séjour. Donc, du coup, l'ambassade ne peut pas réagir d'après elle, parce que cette personne-là, elle n'a pas cette capacité d'aider ces personnes parce qu'ils ne sont pas légalement sur le territoire tunisien. Très bien. Très bien. Donc, on vous a bien compris. On vous a bien compris, monsieur Ange Seri Soka. On va rester en contact avec vous et ce soir, nous tenions à un peu présenter la situation cette situation que vivent nos compatriotes. Merci beaucoup. La liaison n'est pas très bonne. On essaiera de vous reprendre plus tard. Merci. Merci beaucoup. Retour sur le plateau. On peut dire que ce qui fait bon être ivoirien en ce moment en Tunisie, vous me direz oui ou non? Bon, dans ce genre de situation, il faut toujours prendre du recul et écouter les parties en présence. Donc, ce que dit notre représentation diplomatique en Tunisie, parce que si ça se trouve, elle a une autre présentation des faits, tant sur son intervention que sur même les sollicitations qu'elle a pu ou non, dont elle a pu ou non faire l'objet, en premier lieu, même si elle doit s'auto-saisir de certaines situations quand elle le constate. Que disent aussi les autorités tunisiennes, ici ou là-bas? Et puis, on a le point de vue donc, du monsieur qui nous a appelé, qui lui, je pense, est à la tête d'une ONG, ou en tout cas fédère un certain nombre d'Ivoiriens. Allons-y sur ce qui est factuel. C'est déjà un nombre important d'Ivoiriens en Tunisie. Mais c'est important de plusieurs catégories. Mais c'est important de le souligner parce que ce que dit le monsieur, et c'est son point de vue, c'est que manifestement, il emploie des termes très forts. Vous avez dit que ce n'est pas l'État, mais il dit les Noirs, qu'il y a une injonction à arrêter les Noirs. Moi, je vois ici, pendant certaines périodes, des écoles tunisiennes, des universités tunisiennes qui viennent encourager nos familles, nos enfants à aller en Tunisie pour étudier, à postuler en Tunisie sur certains emplois. Donc, s'il y a un problème à aller en Tunisie, il faut nous le dire. Autrement, il dit aussi que si vous n'êtes pas étudiant, et ça c'est une version qu'il a dite, que vous avez un problème de sécurité ou dans votre vie de tous les jours, on vous demande votre carte d'étudiant. Mais on peut aller en Tunisie en touriste, on peut aller en Tunisie pour travailler dans une entreprise, pour aller y vivre. Est-ce que c'est interdit d'aller en Tunisie, qu'on nous le dise tout de suite aussi? Très bien. Moi, on termine avec vous, Alain, sur ça. Oui. Bon, au-delà des Ivoiriens, c'est relever quand même la situation difficile que vivent les Africains dans malheureusement ces pays du Nord qui sont tous tournés du point de vue économique vers nos pays d'Afrique subsaharienne, mais qui visiblement ont du mal à faire accepter la présence d'Africains noirs dans leur pays. Donc là, c'est un message important pour les autorités parce que lancer un appel au meurtre visant la communauté noire sur des médias sans qu'on ne sache en tout cas à l'heure qu'il est la réponse qui est apportée par les autorités de ce pays, ça suscite quand même interrogation. Maintenant, du côté ivoirien, lorsqu'il y a une alerte de ce genre qui est donnée sur les réseaux sociaux et dans les médias, je pense que l'État devrait nous apporter le maximum d'informations afin que nous ne tombions pas aussi dans le piège de la désinformation. Parce que là, comme Pascal l'a dit, on a des infos données par une partie sans qu'on sache exactement ce que l'autre partie répond. Donc ce serait bien
que nos autorités nous amènent à cet équilibre de l'information, que nous sachions exactement la réalité des faits en Tunisie concernant nos compatriotes. Non, c'est vrai que sur la question, je crois Alain et Pascal ont dit pour moi l'essentiel, mais je crois qu'il y a, en attendant même qu'on ait toutes les versions et tout ça, moi je pense que quand même il y a une récurrence depuis quelques années. Bien sûr. De la situation des Africains subsahariens dans les pays, excusez-moi du terme, arabes. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Ça fait plusieurs années que des cris de détresse de nos compatriotes, de subsahariens de ces pays arabes-là montent à longueur de journée. Je crois qu'à un moment, il faut que cette question soit traitée à l'ONU. Parce que ça commence à devenir, j'ai l'impression que nous, on peut recevoir tout le monde et refuser personne, mais nous, personne ne peut nous recevoir. Il y a un moment, il faut qu'on arrête. Mais quand vous dites qu'on peut nous recevoir, il y a des Ivoiriens au Maroc, il y a des Ivoiriens en Algérie. Non, mais c'est la manière dont ils sont traités. C'est pour ça que je suis en train de nuancer. Oui, je suis en train de général, nuancer. Je suis en train de nuancer. Quand je dis, je suis en train de nuancer, je pense qu'on se comprend aisément. J'ai commencé mon propos en plantant un décor. Et c'est sur la base de ce décor que je dis cette conclusion. C'est une réalité. Je crois que ce sujet-là doit être déposé d'abord même à l'Union africaine et vraiment traité de la manière la plus vigoureuse et portée aux Nations Unies. Parce qu'on ne peut pas continuer de cette manière en réalité. On ne peut pas léguer ça à nos enfants de toujours se justifier quand ils vont dans certains pays. Il faut qu'on arrête. Très bien. Vos points de vue sont entendus. Hein, je crois que de toute façon, ça n'a pas l'air, mais bon, allons-y. Si personne ne peut porter le sujet, nous, on va payer notre transport, on va aller à l'ONU, on va aller aux Nations, comment on appelle ça, à l'Union africaine, on va porter le dossier. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Soit on veut un monde intégré, soit on veut un monde séparé, et puis chacun est dans son coin. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'on dit que quand plein d'Ivoiriens arrivent d'un pays, il y a des choses qu'il peut faire et puis qu'il ne peut pas. Voilà. Mais surtout que les entreprises viennent ici chercher des marchés. Voilà, nous sommes devenus des marchés secondaires pour leur territoire, donc à un moment donné... On peut se poser des questions. Merci Brice. Je vous en prie. C'était la minute revendication. Faites comme chez vous. Je vous ai permis, je vous ai permis. Donc on va marquer une pause. On va retrouver juste après la pause Madame Laure Kofi Isabelle. Elle est présidente de l'ONG Adorad, tous engagés contre le cancer de l'enfant. On en parle tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. En tout cas, on voulait pour la suite traduire tout notre soutien à tous nos compatriotes en ce moment qui sont en Tunisie, qui sont en situation difficile. On a envie de leur dire courage et bien que nous pensons à eux. Voilà. C'était de la bonne pensée. Et sur notre plateau, Laure Isabelle Kofi, présidente de l'ONG Adorad. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. On est content de vous avoir à nouveau sur le plateau. Merci. Alors, tous engagés contre le cancer de l'enfant. J'avoue que pour de nombreux téléspectateurs, pour de nombreuses personnes, entendre le cancer de l'enfant, c'est déjà très choquant. Franchement. Pourtant, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Le cancer de l'enfant est une réalité en Côte d'Ivoire. Chaque année, on a à peu près 800 cas détectés. Et il y a à peu près 250 à 300 cas qui sont reçus au niveau de l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville, qui est la seule unité publique qui reçoit en ce moment les enfants atteints de cancer. Il y a, par la grâce de Dieu, l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville que la première dame a mis à disposition. Voilà. Déjà, c'est difficile pour les personnes adultes, le traitement et toutes les conditions, la prise en charge, mais on imagine encore pour les enfants, ça doit être encore plus difficile. Ouais. Plus difficile. C'est choquant de le dire, mais on les perd comme des petits poulets. Comment sont-ils pris en charge? Comment les accompagnez-vous? Au niveau de l'unité d'oncologie pédiatrique, au niveau du cancer en Côte d'Ivoire, le plus gros problème, c'est l'information. Les populations ne sont pas informées et malheureusement, au niveau du corps médical, il n'y a pas assez d'informations, il faut le reconnaître. Alors, un cancer de l'enfant, à quel niveau en général? Parce qu'un cancer, ça peut être un cancer à plusieurs parties du corps. Quelle est la plus grande, le plus grand cancer, le plus grand nombre de cancers récurrents? Les plus répandus, il y en a 5 au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau mondial, il y en a une dizaine plus, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a 5 qu'on retrouve régulièrement. Il y a la leucémie, qui est le cancer du sang. Il y a le lymphome de Burkitt, qui est l'un des plus répandus. Il y a le rétinoblastome, qu'on appelle la plupart du temps le cancer de l'œil. Il y a le néphroblastome et la maladie de Hodgkin. Ce sont les 5 cancers les plus répandus en Côte d'Ivoire.
Est-ce qu'on a des zones où on les retrouve plus que d'autres sur l'étendue du territoire? Selon la cartographie des médecins, qui n'est pas vraiment exhaustive, selon ce qu'on reçoit, la zone de l'ouest du pays, c'est-à-dire Diokwe, Mamblo, Léquin, dans la zone là-bas, il y a assez de cas. Et puis dans la zone de Sassandra. Est-ce que ces cas ont été liés à des causes? C'est le drame avec le cancer. Ouais. C'est pas comme le paludisme où on vous dit le moustique te pique, tu auras le paludisme, ou la polio, où on te dit tu fais pas ton vaccin, l'enfant risque d'être contaminé. Avec le cancer, je peux dire que c'est la grâce de Dieu qui nous protège tout ça. C'est la grâce de Dieu qui protège nos enfants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est assez, mis au restreint dans la prise en charge des enfants. Le moyen le plus efficace pour le moment de communiquer pour réduire les taux de mortalité dus au cancer pédiatrique, c'est la sensibilisation. Très, très bien. Le diagnostic précoce ouais. demeure le moyen le plus efficace. C'est banal. Ouais. Des palus à répétition. Le médecin va traiter un palud alors que c'est un burkitte qui est caché. Le médecin va traiter, par exemple, des leucémies, plutôt des anémies à répétition, alors que c'est une leucémie. Vous allez voir un enfant, dire il a de beaux yeux, il y a des taches blanches. Ça, c'est un signe immanquable d'un cancer de l'œil. Donc aujourd'hui, en tant que ONG, en tant que médecin, on essaie de communiquer au maximum sur la sensibilisation, on essaie de communiquer sur le diagnostic précoce. Après cela vient cet élan de solidarité parce que, comme j'ai l'habitude de dire, le cancer est une pathologie orpheline. C'est dommage de le dire, mais il ne bénéficie d'aucune prise en charge gouvernementale. Et ça, c'est notre combat aujourd'hui. Élisée, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Elle finit. Aujourd'hui, c'est notre combat. Le combat des ONG, le combat des médecins oncologues pédiatres. Il faudrait qu'on puisse être accompagnés, soutenus par le gouvernement. C'est vrai qu'ils ont fait des efforts. Ils ont essayé de régulariser les groupements les différentes ONG. Il y a eu l'arrivée du CNRAO qui permet aujourd'hui de faire des radiothérapies à crédit. On a 2 ans pour payer. N'empêche que c'est 2 ans pour payer, mais il faut payer. Et les médicaments coûtent excessivement cher. Il n'y a pas de... Ils ne sont pas subventionnés? Aucune subvention. Et je vous avoue que c'est ce que vous donnez. C'est ce que... La solidarité. Donc, Élisée, non, vous n'avez pas la parole. Désolé, vous l'aurez peut-être demain. Une chose est sûre. On va partir sur les bonnes nouvelles. Parce que là, quand on entend des choses depuis... On est tout contrit. Voilà, exactement. Alors, déjà, avec un diagnostic précoce, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a guérison. Oui, on a eu des témoignages. Hier, c'était la journée internationale du cancer de l'enfant. On a eu des témoignages d'enfants guéris. Cédric, qui est guéri, on a eu Grâce même a eu la grâce d'avoir un enfant. Wow. Donc, elle était là avec son bébé. On a eu Bintou. Effectivement, vite diagnostiqué, le cancer se guérit. Et ce type de cancer-là peut guérir effectivement s'ils sont vite diagnostiqués, s'ils sont bien pris en charge. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle sur le diagnostic, mais on encourage aussi les Ivoiriens à se serrer les coudes. Parce que moi, par exemple, je prends mon cas, ce sont plus les étrangers qui sont plus dynamiques dans l'accompagnement pour les médicaments que mes frères ivoiriens. Donc j'encourage, comme la responsable de l'unité, Dr Lynn Kouchéré le dit tous les jours, au niveau de l'oncologie pédiatrique, il n'y a pas de petit cadeau. Même la petite bouteille d'eau minérale a son... Oui, c'est tout l'eau. Hein. Oui. Maintenant, les enfants, c'est dommage, hein, vous les parents, j'espère qu'après ce passage, vous allez rentrer dans le mouvement. Mais moi, je reçois plein de jeunes, plein d'enfants qui économisent, par exemple, leur goûter pour offrir de l'eau aux enfants. Très bien. C'est bon. Alors, je peux vous dire que sur ce plateau-là, et je viens de le décider comme ça, nous allons faire un don. Dès ce soir. Merci, merci. Avant que vous ne quittiez le plateau. Ça, c'est décidé. Merci. Et je pense que tout le monde est d'accord sur ce plateau-là. Okay. Alors, il y a une activité qui est prévue, 2 activités qui sont prévues. OK. Au niveau du cancer, comme j'expliquais, le mois de février, nous célébrons la Journée internationale du cancer. C'était hier. Et à cet effet, il y a 2 activités qui sont organisées avec pour objectif
de sensibiliser la population au diagnostic précoce et puis aussi d'appeler à une solidarité. Donc, il y a le marathon qui se tiendra le samedi prochain, le 18. Le point de ralliement, c'est le CHU de Trècheville. Il y aura 2 circuits, 1 km pour les enfants, 5 km pour les parents. Donc, ça sera pour nous l'occasion de parler. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez aux médecins et puis apporter ce que vous avez pour les enfants. Ensuite, le jeudi, nous serons au niveau du Sofitel Hôtel Ivoire, à la salle du Majestic. En passant, on leur dit merci. On aura une soirée artistique. Il y a des artistes, des chorégraphes qui ont décidé d'offrir leur art pour lever des fonds. Un spectacle artistique et solidaire. Très bien. Lever des fonds pour les enfants malades. Il y a un contact. Bon, c'est ce qu'on voulait dire. Oui. 07 77 15 17 01. 07 77 15 15. 17 01. On va reprendre le numéro de téléphone. 07 Oui. 77 15 17 01. Très bien. Ou le 01 72 52 22 22. Merci beaucoup, Laure Isabelle Kofi. Merci beaucoup prie. d'avoir été sur notre plateau. Merci. Je rappelle, vous êtes présidente de l'ONG Adorad, tous engagés contre le cancer de l'enfant. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à toutes les âmes de bonne volonté et bien, qui contribuent, qui participent à ce que nos enfants ne soient pas touchés par cette véritable situation difficile. Merci beaucoup. Merci. On marque une pause et juste derrière, on poursuit notre émission avec notre grande actu et d'autres éléments. Élisée, puis notre président est là. Il passera nous faire un petit coucou. Il nous expliquera 2-3 choses. Merci beaucoup, madame. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. On espère simplement, et j'insiste là-dessus, qu'après ce passage de madame Laure Kofi, eh bien, ça va déclencher un élan de solidarité nationale. Nationale, donc en faveur des enfants malheureusement victimes de cette situation-là. Et que, on a parlé de sensibilisation, c'est important. Ça existe, oui Pascal. Non, je pensais que c'était vraiment dommage qu'on n'ait plus de grandes émissions télé. Peut-être que si, hein, comme des télétons on y pense. on fait des appels aux dons sur une semaine et puis qu'on a un point d'orgue avec vraiment tous les mots identifiés. On peut prendre un cancer ou une maladie et puis vraiment que tout le pays fasse son élan de solidarité. Mais comme je vous ai dit, on y pense et vous serez surprise. Très très bientôt, on mettra ça en lumière. Musique. Voilà. Et même en lumière. D'accord. En forme. Donc il y a un téléthon qui arrive sur Live TV. Voilà. Très bien. Mais est-ce que Brice, vous savez que non, Élisée, non, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé jusqu'à la fin de cette émission. Excusez-moi, c'est chaque Ivoirien. Non, j'étais en train de faire un petit calcul. Si chaque Ivoirien ne payait que juste 1000 francs ou 500 francs, on avait construit le centre et on avait la prise en charge des enfants, de tous les enfants qui souffrent de cancer. Juste 1000 francs ou 500. Mais je suis sûre que les Ivoiriens sont juste chaque D'où Ivoirien. l'intérêt de faire une émission dont on ne va pas donner plus de détails, s'il vous plaît. Voilà. parce que la donc concurrence c'était prévu en écoute. vrai. Voilà. Vous ne serez pas l'impression que étonnés, vous allez animer ne soyez l'émission. pas étonnés, Pascal, on vous donnera les détails. Ne soyez pas étonnés d'entendre. Enfin, Vous faites votre cuisine dans notre arrière-cuisine, c'est ça. non, les gens feront peut-être leur cuisine dans leur cuisine, c'est le cas de le dire. Bon, allez les amis, la grande actu s'intéresse à ce qu'il faut dire désormais à propos des enfants de la rue. On dit maintenant enfants en situation de rue. Au-delà du terme, qu'est-ce qui change? Non, ce qui change, c'est que déjà, c'est une décision qui existe depuis longtemps, en fait, mais le gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres, a fait une communication autour de cette question-là pour dire que ce plan d'action va s'articuler autour de 5 axes principaux. Notamment, ils vont décaisser plus de 1 milliard de nos francs. 1,2 milliard. 1,2 milliard pour être plus précis, pour aider les enfants en situation de rue. Parce qu'il faut expliquer les choses aux gens. Un enfant en situation de rue, en fait... C'est quoi? C'est ce que je suis en train de t'expliquer là, justement. Les enfants en situation de rue, il y en a 3 types. Il faut l'expliquer clairement. C'est les enfants et adolescents ayant élu domicile dans la rue et qui y vivent de façon quotidienne. Après ça, il y a les enfants et adolescents qui exercent des petits métiers dans la rue, mais qui après vont dans le sein familial. Et en dernière position, c'est les enfants et adolescents égarés qui refusent de rentrer à la maison parce qu'ils ont peur des punitions. Donc c'est tout cela parce que la rue n'enfante pas. Donc c'est les enfants en situation de rue. Voici le terme exact. Voilà.
Et en gros, c'est Et- pour cette raison que l'État a décidé. Parce qu'il faut le dire, depuis juillet 2022, la ministre de la Femme et de l'Enfant avait lancé une opération à dénommer « Zéro enfant en situation de rue » où elle avait sorti des enfants dans la rue pour les mettre dans des centres. Mais il se trouve qu'il n'y a pas assez de centres qui existent pour ces enfants-là. Donc, du coup, elle avait dit que le gouvernement allait faire de ce projet-là sa priorité. Et je pense que c'est sûrement dans cette lancée-là qu'ils ont décidé de décaisser 1,2 milliard de nos francs pour ouvrir plusieurs centres et pour aider à resocialiser ces enfants-là. Alain, on parle de centre, on parle de réaction à ce qu'on a constaté. Est-ce qu'on ne peut pas aborder la question un peu plus haut avec les raisons qui font qu'on a ces enfants? Oui, Traiter le mal à la racine. tout part toujours de la rupture d'un lien familial. Hein. La cause, ouais. Voilà, c'est des enfants qui sont obligés d'affronter les choses de la vie en se battant. Je voulais apporter aussi la précision. Enfants de la rue, généralement, ça ramène aux délinquants. Voilà. Là, on a parlé d'enfants qui travaillent, ceux qui sortent pour aller se balader, qui sont perdus, etc. Donc, il y a vraiment ces deux concepts. Et c'est le Bureau international catholique pour l'enfance qui avait plaidé auprès de l'ONU afin que cette distinction soit vraiment apportée, afin de mieux mettre en œuvre les politiques au profit de ces enfants-là. Mais je pense que c'est la situation sociale qui fait cela. Voilà, malheureusement, dans tous les pays du monde, C'est même évoqué ici. on est confronté à des enfants qui sont en situation de rue. On a au Brésil, en France, quel que soit le pays, on a toujours encore ces enfants-là qui sont, comme on dit, qui affrontent déjà les choses des adultes dès leur plus jeune âge. Parce qu'on parlait tout à l'heure de centres pour les resocialiser éventuellement, mais encore, il faut avoir le nombre de centres qu'il faut, les conditions même de ces enfants-là dans ces centres-là. Et puis il faut des ressources aussi. Pour pouvoir tenir. Non, mais parce qu'en fait, ce que je lui ai dit, les causes, en fait, ce sont aujourd'hui, c'est la fragilité familiale, c'est la pauvreté, c'est la violence intrafamiliale et puis surtout, c'est le rejet des parents. Si on y prend garde aujourd'hui, ces enfants qui sont dans la rue, en fait, les conséquences, en fait, sont tellement néfastes dans la mesure où ces enfants-là vont dans la drogue, ils vont consommer de la drogue, ils vont devenir des trafiquants. Et eux-mêmes, aujourd'hui, on parlait de Tunisie, tout à l'heure, on parlait de la Tunisie, ils sont enclins à aller vers la migration, tu vois, clandestine qui n'est pas intéressant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a le terrorisme qui est en train de rôder autour de nous. C'est un terreau fertile pour les terroristes dans la mesure où ils peuvent recruter facilement ces enfants-là. Si vous vous rappelez très bien, dernièrement, le ministère de la Jeunesse était au nord pour mettre des plans d'action en marche pour ne pas que les gens se fassent recruter justement. Merci, Daouda. Oui, moi je crois que c'est vrai, Daouda a évoqué ces différents cas, mais moi il y a un des cas qui pour moi est très essentiel et même le communiqué l'a évoqué. Et une des raisons, c'est les crises. Les crises que notre pays a vécues. Si vous remarquez bien, ce phénomène-là a pris de l'ampleur à la suite des différentes crises qu'on a vécues. Parce que les crises ont cette capacité-là, ou du moins ont ce mauvais côté-là de déstructurer les familles. C'est pourquoi, moi, je crois que l'une des raisons déjà, ou du moins l'une des solutions qu'on pourrait apporter à cette situation, en plus des appuis financiers pour pouvoir créer des centres et autres, c'est de créer les conditions pour éviter qu'on plonge constamment dans des crises qui ont cette finalité-là de déstructurer les familles, de mettre des enfants dans la rue, de faire disparaître soit des parents, donc les enfants livrés à eux-mêmes. Donc c'est de la responsabilité générale en fait. C'est vrai qu'on a subi une situation qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve devant ces faits-là, mais comme je le dis toujours, on ne doit pas céder à la fatalité. Il faut qu'on se donne les moyens pour ne plus, ou du moins pour éviter qu'on retombe vraiment dans ces crises-là, dont les conséquences sont multiformes et multiples et qui sont vraiment au désavantage de la société, parmi lesquelles ces genres de situations qu'on voit, les enfants en situation de rue. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi corriger. C'est le prêche du pasteur Élisée, qui est toujours idéaliste. Une Côte d'Ivoire sans crise, ce serait pour la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est juste, effectivement. Il faut y croire. Non, c'est juste pour le charrier. L'idée, c'est mon fidèle, c'est aujourd'hui, je pense que tout à l'heure, on était en train de parler de Tunisie. Alain, il parlait de l'immigration et autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas tous ivoiriens. Il y en a qui en ont fait pratiquement un commerce, un trafic, ou des gens qui, dans d'autres pays, ils viennent avec assez d'enfants ici, en Côte d'Ivoire, qui finalement se retrouvent dans la rue chez nous. À un moment donné, je pense qu'il faut regarder aussi de près l'immigration pour que, véritablement, on ne soit pas envahi à un certain niveau. Mais il faut faire attention aussi à ce type de discours, parce que
ça nous ramène un peu au Rassemblement national en France, qui estime que les bandits, les voyous, proviennent essentiellement de l'immigration. Ce n'est pas faux, en partie, mais je pense quand même que le terreau, c'est la pauvreté, c'est la fragilité des familles qui produit tout cela. Et je pense qu'il faut apporter des solutions. Bon, je ne sais pas, je vais poser la question au président qui passe nous voir. Ah oui, voilà. C'est bien qu'on débatte là comme ça, mais je pense quand même que le président serait à même de nous donner des réponses présidentielles. Mais il faut attraper le fauteuil, s'il te plaît. Monsieur le président, venez, monsieur le président. On va installer le président et puis on va... Président, vos enfants ont faim. Bonjour. Président par ici, s'il vous plaît. S'il a apporté le chéquier, le président. Bien sûr, comme toujours. Merci, président. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Monsieur le Brice. Président. Alain. Bonsoir, président. Daouda. Et Monsieur le merci président, à mon avant de fils. parler de cette situation, Bien sûr. comment s'est déroulé votre Saint-Valentin? Elle s'est bien passée. Avec Dominique, nous avons été, bien évidemment, visiter des parcs. Et après, nous avons mangé du dankounou. D'accord. Et le soir, nous avons pris du baouin. En tout cas, c'était vraiment des moments de grande émotion. Et bien sûr, des moments où nous avons parlé de nous. Vraiment, nous nous sommes détendus. C'était bien. En tout cas, j'étais avec ma titulaire et tout s'est bien passé. Vous étiez avec votre titulaire, d'accord. Bien sûr, Vous avez bien bien compris. sûr, bien sûr. Vous avez reçu le responsable d'Interpol? Ah oui, bien sûr. J'ai reçu le général-major Ahmed Nasser, qui est un grand ami à moi. Mais je vous avoue que cette fois-ci, ce n'était pas à mon invitation directe qu'il est venu. En réalité, c'est Dominique qui avait souhaité le rencontrer parce qu'elle m'a dit qu'elle souhaitait, bien sûr, dans le cadre de sa fondation, traquer au maximum toutes les chisas sur le territoire national. C'est pour ça que vous avez venu. Vous avez vu également qu'il est venu pendant la période de la Saint-Valentin. Et donc, je crois Tayam que... Soukro aussi. Tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, je crois que vous verrez des actions très bientôt. Donc, attention aux chisas, les mains d'égayes. Voilà, enfin. C'est ce qu'on dit à Abidjan, je crois. C'est ça, monsieur le président. Il y avait le Conseil des ministres, Bien sûr. c'était hier. Tout à fait. Vous êtes bien informés. Et bien sûr, peut-être que la prochaine fois, vous ferez partie des participants au Conseil des ministres. Sait-on jamais, Voilà. sait-on J'ai jamais. mon stylo, en tout cas. C'est bien, monsieur le Donc, président. il peut changer d'un moment à l'autre. Mais le chéquier. Mais voyez-vous, j'en viens. Parlez du Au mariage Conseil des aussi. ministres, hier, nous avons abordé des points importants. Pascal en sait quelque chose. Des points importants, bien évidemment, surtout pour la jeunesse. Je l'avais dit lors de mon message à la Nation, 2023, est l'année de la jeunesse. Et bien évidemment, j'ai instruit le ministre des Sports et bien sûr le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, à l'effet de créer 3 piscines dans chaque district autonome. Des piscines. Bien sûr. 3 piscines dans chaque district autonome. Pourquoi? Bien sûr, je vais vous le dire, pour apprendre aux jeunes à ramper, à nager et à ramper. Parce que je vous assure que ramper et nager sont 2 activités très rentables actuellement. Donc, c'est l'année de la jeunesse. Je veux caser mes jeunes dans des secteurs très rentables. J'invite tous les jeunes vraiment à s'inscrire, bien évidemment, au niveau de ces piscines régionales. Monsieur le président, vous avez un cahier, un carnet pourquoi vous Celui-ci, l'avez- Oui. tout à fait. C'est mon cahier de notes parce que je prends les notes ici au niveau de toutes les voitures qui ont emprunté le pont HKB. Voilà. Ah, vous faites le point? Oui, je fais le point. Et c'est d'ailleurs ce que je faisais à la salle d'attente tout à l'heure. Bon, là, je Est-ce que crois... le point correspond à ce qu'on vous Ah, ben, reverse? quand ça ne correspond pas, l'individu saute. Bon, là, on me signale par message qu'il y a 3 nouvelles voitures qui viennent de passer. Ah, ça se fait comme ça? Oui, Monsieur bien le sûr. Président, j'ai À temps l'impression réel. qu'on vous ment. Parce On que me 3 signale. voitures à 19h. Voilà, tout à fait. Bon, je ferai le point, il y a les caméras après. Très, très bien. Vous Alors, reconnaissez ce téléphone? Ah oui. oui. En tout cas, beaucoup de personnes le connaissent, en tout cas. Voilà. En tout Il cas, a le joué C'est le Roland. téléphone que vous aviez au golf. Oui, bien sûr. Voilà, il on est va le encore noter, là. monsieur le président. Merci Au d'être moins, le passé nous président, voir. il s'est posé écoute. Bien sûr. Vous menez des actions Tout à importantes. fait. André Bois, tiens, j'y arrive. André Bois, on n'est pas axé, hein, c'est donc, ça. l'un ou l'autre, L'un ou c'est l'autre, pareil. ça va. Ah ben, dites à André André Bois que j'ai son reçoit... enveloppe. Hein. Voilà. Ah, vous avez... Il passe D'accord. me voir. Enfin, Il passera qu'il vous voir. rentre, qu'il rentre Dans au sa langue de palais. bois, eh bien, son invité, c'est Bonaventure Kalou. Pascal, vous êtes ravissante ce soir, comme d'habitude. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Je ne vais pas vous demander comment vous avez passé la Saint-Valentin, j'ai déjà une idée. Voilà. Monsieur le président, nous, on était déjà partis. hein. Éteignez la Vous savez lumière. c'est quoi?
Bonsoir à tous, bienvenue sur Live TV, la télé sans filtre. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir, comme tous les jeudis, pour votre programme d'interview à bâton rompu, dirais-je, avec une personnalité de notre pays. Il s'agit aujourd'hui de parler de football et de politique. Est-ce que les deux font bon ménage? Lui, il pense que oui, c'est pour ça que nous le recevons ce soir. Il est maire, ex-footballeur, maire de la commune de Vavois. Il est aujourd'hui transfuge donc, en politique, puisqu'il a rejoint le RHDP alors qu'il était indépendant. Et Kalou Bonaventure est par ailleurs donc, président de la commission centrale des arbitres au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Kalou Bonaventure, votre actualité évidemment est marquée par ce mini coup de tonnerre de votre arrivée au RHDP. Enfin, c'est quoi? Votre bilan est-il si mauvais pour que vous cherchiez la protection du RHDP? Non, du tout, ça n'a rien à voir. Il faut aussi concéder aux autres la responsabilité de leur choix. Ouais. Surtout en politique. Et je voulais revenir sur un mot que vous avez utilisé. Je pense que pour moi, transfuge n'est pas le mot qu'il faut. Pourquoi? Je suis un nouveau militant. Il y a l'offre politique qui est présente en Côte d'Ivoire. Il y a une multitude de partis. Ouais. Et puis on choisit d'y aller. Moi, je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Donc, je suis un nouveau militant du RHDP. Vous savez pourquoi? Ça peut être très, très intéressant de dire ça, parce que, vous savez, la caste des indépendants, ça reste comme des gens qui ne se mêlent pas de tous ces palabres politiques. Et donc, quand vous arrivez comme ça, ça ressemble un peu à quelqu'un qu'on a allé chercher, qui a déserté peut-être une belle cause des indépendants. Peut-être qu'à un moment, on se pose la question. Ah oui, ben, en politique aussi, il faut analyser froidement les situations. Ouais. Comme on a l'habitude de dire, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Mais ma venue au RHDP, c'est un choix aussi ouais. de conviction. Il faut le comprendre comme ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de railleries sur la toile, oui. que je comprends d'ailleurs. Oui, mais il faut qu'on en parle. Ceux qui ont parlé justement d'une forme de trahison, qui ont utilisé des mots parfois durs, on l'a entendu ouais. même sur notre chaîne, mais il faut qu'on en parle avec vous. Oui. Est-ce que vous comprenez justement que beaucoup aient pu se dire « mais non, pas lui ». Oui, je comprends que des gens qui ont peut-être idéalisé le fait que la politique, on puisse avoir des positions différentes des positions qu'on connaît, on puisse avoir mis beaucoup d'espoir en ma venue. Ça, je le comprends. Mais je suis aussi maire d'une ville que j'aime dire, une ville, le mot, je cherche un peu le ouais. mot, une ville sinistrée. Sinistrée, rurale. Rurale, mais sinistrée. Je peux vous dire aujourd'hui que ma ville, ça fait plus de 50 ans qu'aucun bâtiment administratif n'a été construit là-bas. 50 ans, mais peut-être que lors de ces 4 dernières années, il y a eu quelque chose. Ça peut être quoi? Parce que soyons concrets, pendant 4 ans, et on rentre dans la 5e année, vous avez pu faire quoi? Peut-être que c'est parce que vous voyez désolé d'être si incapable de faire des choses que par le RHDP? Du tout. Il y a j'ai fait des choses avec les budgets dont je dispose. Hein. Si ce n'était que ça, parce que j'ai peur d'une certaine réélection ou alors j'aurais fait ce choix-là dès le début de mon mandat. Mais il a fallu que c'était beaucoup de réflexion. Ce n'est pas une décision anodine. Et puis, j'ai été accompagné aussi par des têtes couronnées là-bas, des leaders d'opinion, parce que j'ai sondé un peu ma population avant de faire mon choix. Mon choix, il était fait personnellement. Ouais. Mais il fallait que dans ce choix-là, je sois accompagné par des leaders d'opinion et des têtes couronnées. Est-ce qu'aujourd'hui, ce passage-là, parce que déjà vous étiez un acteur de développement en étant maire, aujourd'hui vous devenez comme un militant politique, vous pensez qu'il y a une forme de transition que vous êtes en train de vivre? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'arrive au RHDP pas pour faire de la figuration, sinon je ne serais pas venu. Il faut que je prenne toute ma place. Aujourd'hui, je viens auréolé aussi de mon nom.
il y a de la place à prendre et je ferai tout ce qui est humainement possible pour mériter cette place. Kalou Bonaventure, on dit parfois, on raille un peu les footballeurs, on dit, bon, ceux-là, ils ne savent que pousser un ballon, il ne faut pas avoir vraiment grosse réflexion pour ça. Est-ce que ça, par contre, ça peut vous poursuivre, ça peut vous délégitimer dans le combat que vous menez aujourd'hui en tant qu'acteur de développement, en tant que politique? Ça peut arriver ou pas? Ou comment vous réagissez face à ça, si ça existe? Non, écoutez, les gens auront toujours des a priori négatifs quand on parle de footballeur, parce qu'il y a la caricature du footballeur qui va avec. Celui qui ne sait que taper dans un ballon et qui ne peut pas réfléchir par lui-même et pour lui-même. Donc, moi, j'ai toujours essayé de m'éloigner autant que faire se peut de cette caricature-là. Et je pense que je n'ai pas à rougir face à quelqu'un qui a fait Harvard, parce que je sais, je lis beaucoup, je me renseigne, j'essaie de comprendre des choses que je ne comprends pas. C'est vrai qu'il y aura toujours des a priori négatifs, mais j'essaie de les balayer un peu du revers de la main. On va dire tout ça, on ramène tout le monde sur le terrain du concret, de la réalité. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir une œuvre qui est emblématique de ce que vous avez fait à Vavois? Soyons concrets. Concret, il y a plusieurs choses. Par exemple, alors, dès que je suis arrivé, il y avait des montagnes d'ordures qui faisaient plus de 20 ans, que j'ai tout fait enlever, parce que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mairies n'ont pas de budget pour l'enlèvement des ordures. Et ça, je l'ai fait presque sur fonds propres. J'ai ramené un conteneur de médicaments aussi sur fonds propres. Et maintenant, pour tout ce qui est de construire, comment dire, il y a le centre culturel qui vient d'être terminé, le centre culturel Yuaboua. Yuaboua, c'est le nom du premier maire de la commune de Vavois. Il y a le stade que j'ai fait complètement rénover. Il y a plusieurs... Il faudrait que je puisse... vous listez, parce que vous dites qu'on partait de très loin au niveau de Vavois. Ça, c'est entendu. Et puis, bon, finalement, vos rivaux, ils se disent, bon, Kalou, ça va, quoi. On nous avait promis qu'il allait faire de grandes choses, et les élections arrivent, ils cherchent le paravent du RGP. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez que vous êtes engagé dans une forme de processus qui pourrait aboutir à votre réaction? C'est pas gagné, hein, Kalou? Non, c'est rien. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Ouais. Et puis, il faut que les gens comprennent, je ne cherche pas de parapluie pour pouvoir gagner des élections à Vavois. J'adhère à un parti politique et je le redis encore, il y a une offre politique qui est là. J'adhère à un parti politique parce que la politique, c'est vrai, c'est redondant, mais c'est vrai, la politique de développement que le président Alassane Ouattara a mis en place, me séduit. Ça aussi, il faut que les gens puissent le comprendre. Oui, mais il était là depuis 2011, là où nous, on ne comprend pas. Justement. Depuis 2011, en 2018, vous allez en indépendant, vous n'étiez pas convaincu en 2018. Qu'est-ce qui vous a convaincu en 2023? Il y a plusieurs éléments. Moi, je dirais que... parce que je suis profondément démocrate, l'une des conditions pour moi pour adhérer, c'était la décrispation de l'univers politique. Que le président Gbagbo puisse rentrer, que Blé Goudé puisse rentrer, que Mme Simone puisse être libérée. Ça a permis de décrisper en tous les cas, la vie politique. La vie politique de Côte d'Ivoire. Laissons un peu la vie politique de côté, parce qu'évidemment, vous êtes un footballeur et un excellent. Et vous êtes président de la commission centrale des arbitres. Ça, on en parle. Oui. Ça encore, Kalou, il faut répondre vraiment, franchement, c'est un peu le fait du prince. Parce qu'on se dit, il y a beaucoup d'arbitres. Pourquoi Kalou Bonaventure, qui n'a jamais arbitré un seul match, à part les entraînements? Oui. Écoutez, moi, je faisais partie d'une équipe de campagne, celle de Idriss Yassine Diallo, qui a gagné les élections. Et pour être président de cette commission-là, il ne faut pas être président de club, déjà. Et puis, il a décidé que j'étais la personne idéale pour être président de cette commission-là, parce qu'il m'a donné un peu les raisons, parce que je suis maire d'une ville, parce que j'ai ce truc-là de pouvoir régler certains conflits entre les gens, de ramener certaines positions qui étaient
très éloignés, de les ramener ensemble. Donc voilà, il m'a confié une mission. Et de pacifier un peu. 7 mois après, vous avez pacifié, vous étiez en train de dire? Écoutez, il y a des... Non, mais déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on continue de discuter avec eux pour que les positions se rejoignent. Ce n'est pas facile, c'est de l'humain. Il y a de l'ego aussi, mais j'essaye chaque fois de les ramener. Et puis aussi, d'apporter une plus-value à ces arbitres-là par le renforcement de capacités. Parce que l'arbitrage ivoirien est un peu décrié à raison des fois, mais surtout le plus souvent à tort. À tort. Voilà. Parce que les présidents de club, dès qu'il y a une défaite, les coupables... ce sont les arbitres. Ce sont les arbitres. Mais vous étiez quand même un acteur, donc un joueur, et là aujourd'hui, vous êtes du côté des arbitres. Je dis, qu'est-ce que vous leur apportez qu'ils n'auraient pas, par exemple, dans la compréhension de l'environnement sur un match de foot? Ou bien vous dites, non, je n'ai pas particulièrement besoin de leur apporter quelque chose? Non, pour tout ce qui est de la compréhension des lois du jeu, j'ai des adjoints qui sont des arbitres. Moi, c'est plutôt de l'humain. Managuer cette commission-là de telle sorte que, par exemple, là, avant les fêtes, on a eu une grande réunion avec tous les arbitres, avec Danon. Roland Danon, le président de l'AMAFSI, le syndicat des arbitres. Tout le monde était là et puis j'ai donné ma feuille de route. Il y a des arbitres qui étaient un peu mis à l'écart pour plusieurs raisons. J'ai ramené ceux qui étaient très bons dans toute cette liste-là. Et puis aussi, il y a des arbitres qui avaient, qui étaient vraiment mis à l'écart. Vous les avez, Et on réintègre ceux qui sont bons. OK. Donc, vous faites un travail quand même de pacification, vous dites, au sein des arbitres. Mais parlons quand même de la fédération tout court, puisque vous êtes venu, on connaît tout ce qui s'est passé, les élections, Didier Drogba, et puis aussi les résultats. Déjà, c'est un peu mal parti quand même pour vous, hein, sur niveau résultat. On sort d'un rendez-vous comme le CHAN, qui était quand même pas fameux, une élimination, c'est vrai, en quart de finale. Mais voilà qu'au pied du mur, ça devient très compliqué finalement. Vous savez bien que le football, tout dépend des résultats. Quel que soit le travail que vous faites en amont, tous les sponsors que vous puissiez avoir, ce qui est important, ce sont les résultats immédiats, malheureusement. Et sur ce plan-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui, mais quelle est votre recette? Vous êtes arrivé là, on s'attend à ce que, je ne vais pas dire on s'attend à des miracles, mais on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. Et là, est-ce qu'on on peut commencer à douter de votre qualité ou de vos capacités à le faire? Il n'y a pas à douter, mais il y a aussi beaucoup d'a priori négatifs qui ont accompagné la victoire d'Idriss Diallo. Donc, quel que soit aujourd'hui ce qu'il fait, que ce soit bon, et ça je l'ai dit à vos collègues journalistes, il faut que les choses soient analysées avec recul. Et que quand les journalistes, avec objectivité... Oui, mais cette élection a tellement marqué, vous savez... Non, avec objectivité. Moi, le maître mot pour les journalistes, et je le leur ai dit les yeux dans les yeux, c'est l'objectivité. Très bien. On peut avoir des bisbilles avec quelqu'un, mais à partir du moment où il fait de bonnes choses, il faut avoir le courage de le dire. Et ce que je vois, c'est qu'il y a toute une campagne, et les victoires se construisent. Et moi, je suis certain que ça va finir par basculer et on va gagner des matchs parce qu'on a de bons joueurs, on a une bonne équipe et ça va forcément finir par basculer. Très bien, on a de bons joueurs, tout ça, mais les acteurs, notamment, on vous a laissé, vous avez parlé de Bisby, mais c'est plus important que ça, on vous a laissé avec ce qui s'est passé entre Domoro et les autres, vous-même, etc. Dans votre position, comment vous n'arrivez pas aujourd'hui à réconcilier tout cela, Zoro, Marc et tous les autres? C'est compliqué finalement, vous n'allez jamais pouvoir pacifier le monde du football et ça, on en est désolé. Mais on sort quand même d'une élection qui a laissé beaucoup de traces. Mais moi, personnellement, vous avez parlé de Zoro, Marc, mais j'ai absolument aucun souci avec Zoro. On se retrouve les samedis matins, on joue ensemble. Donc oui, pour certains,
nous, on est des footballeurs. Après un match de foot, quel que soit celui qui gagne, on se salue et on essaye de passer à autre chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, moi, je me dis, c'est vrai qu'il y a d'autres qui l'ont trop pris à cœur et qui ont toujours quelques relents de colère du fait que tel candidat n'ait pas gagné ou tel. Et je leur ai dit encore, je l'ai dit aux journalistes. Il faut aujourd'hui qu'on unisse nos forces. On a une CAN. Mais comment on fait? C'est vous qui devez, j'allais dire, nous donner la méthode. Là, ce soir, moi, je veux entendre Kalou Bonaventure me dire, voici ce que nous, on essaie de faire, voici comment on parle aux uns aux autres. Et par exemple, la CAN, vous étiez en train de le dire, ça arrive là. Tout à fait. On sort d'une sorte d'antichambre avec le chat. Comment on va faire si bien évidemment, il n'y a aucune union sacrée autour, justement, du destin de notre équipe nationale? Bah, écoutez, on tend la main aux autres. Je pense que le président Idriss a tendu la main à Didier. Forcément, Didier a sa place à prendre dans l'écosystème du football ivoirien. C'est quelqu'un qui a été important, mais qui a une importance internationale dans le football. C'est quelqu'un qui est vraiment important pour le football ivoirien. Peut-être qu'il ne veut pas s'associer à votre échec. Vous ne voyez pas ça comme ça? Bah, écoutez, dans ce cas-là, c'est pas à nous qu'il faut le demander, alors, parce que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Moi, en tant que conseiller du président aussi, je le lui dis toujours, il faut tendre la main à tous ceux qui n'étaient pas avec nous. Il n'y a que comme ça qu'on peut, on peut s'en sortir. Chacun a sa place à prendre dans le monde du football ivoirien. Très bien. Donc là, aujourd'hui, voici un peu toutes les casquettes que vous avez. Moi, je vais vous donner vraiment la possibilité de terminer cette émission à travers justement un propos très clair et très net sur vos ambitions futures. Est-ce qu'aujourd'hui, Kalou Bonaventure, vous êtes candidat pour la mairie de Vavois? Oui, je suis candidat. Vous êtes candidat. Mais en ce moment, le parti n'a pas encore fait le choix des candidats. Et vous êtes candidat à la candidature? Voilà, je suis candidat à la candidature. Il y a la discipline du parti. On attend et le parti fera son choix sur le candidat qui est à même de pouvoir lui apporter la victoire. Mais un nouveau militant comme vous, il y a des raisons de douter de votre... n'est-ce pas? Parce que on dit c'est les anciens militants, tout ça. Et vous dites quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer? Et on se quitte là-dessus. Pour les rassurer. Rassurer vos nouveaux camarades. Non, je le dis clairement. Moi, je suis venu dans ce parti-là parce qu'il y a la vision d'un homme qui me séduit. Et voilà, je veux apporter ma part au boulot formidable qu'il fait. Donc, je dis, il n'y a que sur le terrain qu'on peut apporter la preuve de sa bonne foi. Et bientôt, les joutes électorales nous montreront l'étendue ou alors la somme de mon engagement. La somme de votre engagement. Il était ici. Vous avez pu justement cerner, j'allais dire, la complexité de la personnalité qu'il est. Il répond avec calme, avec assurance. Il parle à la fois en tant que connaisseur du football, mais aussi en tant qu'un peu novice en politique. Mais bon, il a quand même son mot à dire. C'était donc ce soir, dans cette édition de Sans langue de bois, à Kalou Bonaventure, maire de la commune de Vavois, qui est aujourd'hui militant du RHDP, il n'est plus transfuge, on l'a dit. Merci en tous les cas d'avoir honoré donc, cette émission de votre présence. Merci. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre émission sans filtre, une autre émission au cours de laquelle une autre personnalité évidemment tentera de nous convaincre de son engagement pour la Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.